Armand est étudiant au doctorat au sein de la chaire CDC Innov à Polytechnique Montréal. Ses travaux de recherche portent surtout sur la commercialisation de l'innovation à travers les offices de transfert technologique. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en génie industriel de l'Université de Strasbourg. Et au cours de son cursus, il a travaillé en Turquie, en France, en Irlande, en Allemagne et au Portugal dans divers domaines. La présentation qu'il nous offre aujourd'hui porte le titre « La commercialisation de la recherche universitaire à travers l'octroi de licences ». Donc, bonjour, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon doctorat que j'ai passé en septembre, donc la commercialisation de la recherche universitaire à travers l'octroi de licences. Donc, comme nous avons pu le constater aujourd'hui, l'innovation est assez centrale à l'économie et à la croissance économique et à des retombées sociales importantes. Et les universités, donc, comme source de savoir, jouent un rôle central dans cet écosystème d'innovation. Les missions, bien sûr, de l'université sont triples, donc l'éducation, la recherche, le transfert de connaissances. Et donc, depuis 1980, avec le Bayh-Dole Act aux États-Unis, les universités ont reçu aux États-Unis la propriété de leurs brevets. Et donc, il y a eu cette prolifération des offices de transfert technologique qui a suivi à travers le monde et les universités un peu partout. Les études qui se portent sur les partenariats université-industrie, généralement, vont prendre la perspective de la compagnie, de la région ou du chercheur, et donc peu vont se concentrer sur l'université en tant que telle. Donc la question que je me suis posée était quels sont les antécédents des choix de partenaires, donc qu'est-ce qui va faire que l'université va choisir tel ou tel partenaire comme type de compagnie, et quels vont être les effets donc, sur les performances de l'université de ces choix de partenaires. Donc d'une certaine manière, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la commercialisation, soit on va travailler avec une compagnie qui existe déjà, ou, terme qui est beaucoup plus populaire de nos jours, on va aller vers les startups, donc les jeunes pousses, et essayer de commercialiser à travers les jeunes pousses qui ont l'air d'être beaucoup plus lucratives selon les dires des médias et de tout ce bruit qu'il y a autour. La commercialisation donc, passe par un entonnoir. Comme chaque idée, on va avoir beaucoup d'idées qui vont nous arriver, mais très peu vont générer des revenus, très peu vont se concrétiser sur le long terme. Le processus commence par des dépenses en R&D, la divulgation à l'office de transfert technologique, les brevets, puis une licence qui va générer soit des revenus, soit des parts dans une entreprise si c'est une start-up. Bien sûr, le processus est très itératif. Et toutes les étapes ne sont pas obligatoires, donc on peut très bien donner une licence sans brevet à une compagnie. Plusieurs facteurs vont bien sûr influencer combien de revenus vont être générés. La taille de l'université et de l'office de transfert technologique vont jouer un rôle important pour trouver le client, le nombre de brevets qui sont octroyés, le nombre de licences qui sont octroyées, ainsi de suite. Le domaine, la stratégie, les objectifs de l'université, puisque tout le monde n'essaye pas forcément de générer des fonds, mais plus de transférer de la connaissance dans certains cas. Le contexte social et économique, bien sûr, on s'entend que toutes les technologies ne sont pas forcément commercialisables à tout moment. Parfois, il faut qu'il y ait certaines choses qui se mettent en place au niveau de la société ou de l'économie. Et enfin, la maturité de la technologie. On s'entend bien que commercialiser les technologies quantiques de nos jours est un peu plus difficile que de commercialiser un programme d'ordinateur en ligne. D'un point de vue des partenaires, donc, on va avoir différents besoins des compagnies. Donc, les grandes compagnies qui ont des fonds vont plus facilement acheter des brevets et prendre des risques par rapport à des petites compagnies qui vont avoir besoin que le chercheur les aide à intégrer cette technologie dans leurs produits ou processus. Ainsi les dépenses en R&D vont être étroitement reliées aux capacités absorbantes et transformantes de la compagnie, et va jouer un rôle important dans la découverte d'opportunités pour intégrer cette technologie dans un produit commercial. Bien sûr, la radicalité de la technologie va aussi être très, très important d'un point de vue diversité de cette connaissance. Donc, si on a des connaissances dans divers domaines technologiques,
ça va être un peu plus difficile de trouver un client qui va pouvoir intégrer toutes ces connaissances en même temps, mais ça va nous permettre d'aller voir plus d'opportunités, donc de découvrir plus d'opportunités pour pouvoir intégrer justement cette connaissance dans un produit ou dans un processus. Donc, plus on a une diversité, plus on a d'opportunités, mais d'un autre côté, plus ça devient difficile d'intégrer. Donc, on va regarder la cohérence de cette diversification et la proximité avec donc la région dans laquelle l'université se trouve. Donc, quels sont les antécédents? Donc, la question était quels sont les antécédents, résultat du choix du partenaire des octrois de licence pour les universités. Donc, les hypothèses étaient simples. On s'est dit que la taille de la compagnie va jouer un rôle important dans qu'est-ce qu'elle peut payer. Donc, l'idée est que les grandes compagnies vont préférer acheter les brevets et s'en aller avec pour minimiser les fuites de connaissances de ces compagnies, de la compagnie vers l'université. Les petites compagnies vont avoir besoin de travailler avec l'université pour pouvoir intégrer cette connaissance, et les jeunes pousses, elles, ne vont pas générer de revenus directement, mais vont plutôt préférer donner des parts d'entreprise, puisqu'elles n'ont pas les fonds pour payer, pour acheter la licence ou pour payer le brevet. Ensuite, nous avons regardé la diversification du portfolio de brevets de l'université. Donc, dans quel domaine est-ce que l'université est active? À quel point est-ce que ce portfolio est cohérent en lui-même? Donc, est-ce que c'est dans un seul domaine ou est-ce que c'est dans plusieurs domaines diversifiés? Et enfin, nous regardons la proximité avec les détenteurs de brevets locaux, donc dans la province pour le Canada et les États pour les États-Unis. Donc, à quel point est-ce que ces deux portfolios se superposent et vont avoir une certaine synergie. Les données ont été obtenues à travers la UTM, qui est une organisation universitaire qui collecte des données depuis 1991 sur toutes les universités nord-américaines, donc États-Unis et Canada. Nous avons aussi les brevets qui ont été extraits de la base de données de l'USPTO, et que nous avons donc matché avec les universités. Enfin, nous avons lissé les dollars à travers le Purchasing Power Parity et le Consumer Price Index pour avoir une certaine stabilité des dollars dans notre base de données. Donc, comme dit, nous avons les données depuis 1991 à 2018, à peu près 5000 observations. Donc, dans un premier temps, nous avons pris le nombre de brevets qui ont été déclarés par l'université et nous sommes allés chercher les noms de ces universités dans l'USPTO. Nous avons rentré dans un algorithme, nous avons nettoyé, nous avons remis la liste, nous avons renettoyé, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux noms qui apparaissent parce que les universités ont beaucoup de difficultés à mettre le même nom à chaque fois qu'elles ont un brevet. Je pense qu'on avait une quarantaine de noms pour MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts Institution of Technology, MIT avec des points, MIT sans points, et ainsi de suite. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour faire ça, et on a une correspondance à 95% sur le nombre de brevets que nous avons réussi à retrouver dans l'USPTO. Donc, pour la diversification, nous avons utilisé deux indicateurs. Le premier est l'entropie et le deuxième est le Herfindahl Index. Le Herfindahl Index est assez connu dans la littérature et nous permet de voir la diversification sur plusieurs domaines. La raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser deux indicateurs est que les deux indicateurs, comme vous pouvez le voir sur le graphique, sont corrélés d'une manière un peu intéressante où il y a une certaine inflexion. La raison pour cette inflexion est que l'entropie peut utiliser justement la cohérence de cette diversification. Donc, on va pouvoir utiliser les sous-classes et les classes, tandis que le Herfindahl va juste se concentrer sur les sous-classes. Donc, si vous avez des brevets qui sont en physique, mais dans une sous-catégorie de physique, le Herfindahl va juste prendre toutes les catégories, physique, chimie, biologie, etc., et va tout mettre ensemble, tandis que l'entropie va regarder, OK, est-ce que c'est intégré dans la physique, est-ce que c'est intégré dans la chimie, et ainsi de suite. Donc, ça va nous aider à voir comment ça va nous aider à profiter de cette information de classe que nous avons en plus. Donc, dans ce cas-là, c'est très utile pour voir la cohérence du portfolio. Pour la proximité, ce que nous avons fait, donc encore une fois, nous avons pris les portfolios des brevets de l'université, les portfolios des universités et les portfolios des États.
Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons regardé combien de brevets il y a dans chaque catégorie pour l'université et combien de brevets il y a dans chaque catégorie pour l'État. Puis, nous avons fait la similarité cosinus de ces deux vecteurs de portfolio. Donc, pour ce qui est de distribution des licences par type de compagnie, nous avons pris 3 types de compagnies, les startups, les PME et les grandes compagnies. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, les licences sont en augmentation constante depuis le début de notre survey. Les proportions sont assez stables. Donc, comme vous pouvez le voir, les petites entreprises sont au top, les startups sont en bas. Il y a 3 types de paiements qui peuvent être faits par les compagnies pour les universités, donc les royautés, dont la valeur est associée à l'utilisation et qui augmente la coopération puisque la compagnie va essayer, puisque le chercheur va devoir s'assurer que la connaissance est intégrée pour qu'il y ait des royautés qui sont générées. Il y a le paiement fixe qui, eux, sont dissociés de l'utilisation. Donc, la compagnie va payer à intervalles réguliers ou alors payer au début ou selon certains critères qui sont préétablis. Bien sûr, ça réduit l'incertitude et les coûts transactionnels puisqu'on n'a plus besoin de contrôler est-ce que la licence est utilisée, de communiquer combien la licence a été utilisée ou de mettre en vigueur des systèmes compliqués pour pouvoir voir les paiements. Troisième stratégie est de donner des parts d'entreprise dont la valeur dépend bien sûr de la condition du marché à la sortie de l'université. Donc, quand on vend, on s'entend que si on a vendu Amazon il y a 20 ans, ce n'est pas la même chose que de vendre Amazon aujourd'hui. Ça augmente bien sûr la coopération de l'université puisqu'on veut que le transfert soit fait. Et c'est généralement accompagné de clauses d'exclusivité pour que justement il n'y ait pas de compétition avec des compagnies existantes. Donc la licence est uniquement donnée à cette compagnie et pas à une autre. Si on regarde les revenus qui sont générés, on voit que la majorité des revenus qui sont générés par les licences sont des royautés. Donc les royautés sont tout en haut et augmentent considérablement à travers le temps. Les proportions sont assez stables et on voit que les parts de marché, les parts d'entreprise sont tout en bas. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui génère les revenus pour les universités. C'est vraiment les royautés qui prennent le dessus. Pour les résultats, donc, ce que nous avons observé, c'est que donc, effectivement, les jeunes pousses sont associées avec plus de parts d'entreprise. Donc, elles donnent des parts d'entreprise, mais le nombre de licences avec des parts d'entreprise ne joue pas un rôle sur le montant que l'université va recevoir des ventes de ces parts d'entreprise quand elle sort. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une centaine de startups qu'on fait forcément plus d'argent en vendant des startups. C'est plus une question de qualité que de quantité. Les PME, elles, vont générer beaucoup plus de royautés. Donc, ce qu'on a vu à travers notre modèle en panel, était que durant les 5 premières années, les petites et moyennes entreprises génèrent des royautés plus que les autres catégories. Et enfin, les grandes compagnies, elles, génèrent des revenus fixes, mais seulement pour la première et la deuxième année. Donc, ce qu'on en a conclu, c'est que les grandes compagnies, elles, vont acheter les brevets et vont payer une somme fixe la première année ou la deuxième année pour s'assurer qu'il y a eu une implémentation de cette connaissance, et ensuite vont partir parce qu'elles ne veulent pas coopérer avec l'université, parce que c'est des risques qu'il y ait des fuites de connaissances et que ça se retrouve chez le concurrent. Donc, quand on regarde la somme des revenus, bien sûr, on se retrouve avec les PME qui génèrent le plus, les grandes compagnies qui génèrent le deuxième et les petites jeunes pousses qui donc, génèrent le moins de revenus. Pour ce qui est de la proximité et de la diversification, ce que nous avons observé, c'est que la proximité va avoir un effet modérateur sur la diversification. Donc, premièrement, la diversification des connaissances a toujours un effet positif sur la découverte d'opportunités. Donc, plus on va avoir des connaissances diversifiées, plus on va avoir soit des licences qui génèrent des revenus ou des jeunes pousses. Donc, quoi qu'on fasse, diversifier est une bonne chose. Par contre,
la proximité, elle, va jouer un rôle un peu différent selon si on est diversifié ou non. Si l'université est très diversifiée, à ce moment-là, ça va pousser, si elle est diversifiée et que la proximité est loin, ça va nous pousser à avoir moins de licences qui génèrent des revenus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas diversifié et on n'est pas proche de notre environnement, donc on n'arrive pas à vendre. Mais si on est très diversifié et qu'on est éloigné de notre environnement, à ce moment-là, on vend beaucoup plus. La raison pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de fuite. Donc, ce qui se passe, c'est que l'université a de bonnes idées, mais quand on en parle aux entreprises, si on est trop proche, elles arrivent à piquer l'idée facilement, mais si on est très éloigné, à ce moment-là, ça nous aide à pouvoir leur vendre l'idée puisqu'elles ne savent pas comment l'implanter. Pour ce qui est de la proximité des jeunes pousses, on voit que la relation est en U. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes pousses vont être influencés par la proximité à la région. Donc, si on est trop loin, donc d'une certaine manière, il faut comprendre qu'il y a deux types de jeunes pousses. Donc, celles qui sont par la nécessité et celles qui sont par l'opportunité. Comme les chercheurs d'emploi, si on n'a pas de compagnie qui veut nous employer, on va être un peu obligé de faire autre chose, comme une start-up. Donc, dans ce cas-là, si la proximité n'est pas assez, ce qui se passe, c'est que le chercheur va devoir faire une start-up parce que personne ne veut acheter cette technologie. Donc, pas le choix, on fait une start-up, puis on va essayer de commercialiser, de trouver un client. D'un autre côté, si le chercheur fait quelque chose qui est très, très proche de son État, de sa province, à ce moment-là, il y a une opportunité qu'il peut voir et où il va se dire « Ah, ça, c'est une super bonne idée, mais je ne vais pas donner une royauté parce que j'ai envie de capturer beaucoup plus de cet argent que cette idée va générer. » Donc, on va avoir ces deux startups où, d'un côté, il est obligé de faire une startup pour commercialiser, et de l'autre côté, où il va voir « Ah, c'est une super bonne idée, et puis je vais juste tout prendre pour moi. » Donc, finalement, on a vu que nos 4 hypothèses ont été cohérentes avec nos résultats. La taille a joué un rôle sur le type de revenus qui sont générés. La diversification et la cohérence jouent un rôle sur comment est-ce que la recherche est commercialisée, et la proximité va jouer un rôle aussi sur est-ce qu'on va aller sur une start-up ou est-ce qu'on va aller sur une compagnie qui existe déjà. Donc au final, ce qu'on en conclut, c'est que collaborer avec les PME est la stratégie la plus lucrative pour les universités, puisque les PME préfèrent des licences avec royauté, ce qui va les aider à intégrer ce savoir dans leurs produits et processus. La diversification est toujours associée avec plus de licences, que ce soit pour des compagnies existantes ou des startups. La cohérence interne va jouer un rôle important pour commercialiser à travers des compagnies existantes, puisque avoir une cohérence aide à ce transfert de technologie vers les compagnies existantes. Et enfin, les naissances de jeunes pousses sont associées avec les universités technologiquement trop proches ou trop éloignées des entreprises et des détenteurs de brevets locaux. On en déduit qu'il y a 2 types de jeunes pousses qui ont des besoins différents pour commercialiser, d'un côté la nécessité, de l'autre côté l'opportunité. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Armand, pour cette présentation. Je vais juste départager l'écran. Je t'invite à rester ici, en fait, pour répondre aux questions qui surviendront. Le partage pour qu'on puisse revoir tout le monde. Donc, évidemment, j'aimerais qu'on ait le temps pour une ou 2 questions. Donc, s'il y en a qui proviennent de la salle Zoom, je vous invite à lever la main ou à simplement prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Je vous cède la parole en premier, si vous voulez bien. Moi, je vous la réserve si quelqu'un se manifeste maintenant. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question? Oui, j'en ai une. Nous allons installer. Oui, bonjour. Alors, merci. Ça vient par. Oui, bonjour. Ça va. Au théâtre. Oui, alors, merci beaucoup de sa présentation. J'ai un petit fait pour quelques équations que vous a présentées.
Donc moi, j'ai en fait deux questions en une. La première, c'est, moi, dans le cadre de certaines activités associatives, on travaille beaucoup sur faire des liens entre les compagnies et l'université, les compétences universitaires au service des petites compagnies. Donc, c'est une façon d'avoir du revenu qui n'est pas nécessairement lié à des brevets, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup entendu que des brevets, des fois qui étaient faits, qui n'étaient pas utilisés, il y avait beaucoup de déchets. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus, plus que ton sentiment, je pense ton expertise plutôt. Et un deuxième point, c'est à partir du moment où il y a de la génération de revenus conséquente issue de la collaboration entre une ou des compagnies et des universités, c'est quoi ton point de vue sur l'indépendance universitaire? Très bonne question. Alors, il y a effectivement beaucoup de brevets qui vont se retrouver non commercialisés. Il y a même beaucoup de, beaucoup de disclosures, donc quand le chercheur va voir pour l'OTT, ils vont parler de leur recherche, mais ça ne va pas forcément engendrer des brevets même. Donc, comme dit, il y a cet entonnoir où on a vraiment beaucoup d'argent qui est inséré, et à la fin, on a juste quelques gouttes de licence qui ressortent. Je pense que j'avais lu quelque part que pour chaque dollar investi dans la recherche, il faut en investir 10 pour la commercialisation. Donc, c'est quand même très... on va dire, il y a beaucoup d'interventions gouvernementales qui est nécessaire pour continuer ce processus parce que ça ne s'autorégule pas. Pour ce qui est donc des revenus de licence, effectivement, il y a quelques licences qui vont générer le gros de l'argent. Donc, ça va être des ventes de brevets à des grandes compagnies comme, par exemple, je pense à Gatorade, qui était une licence américaine qui a été vendue à une compagnie et donc qui a généré beaucoup d'argent. Mais la plupart des licences n'ont pas généré tant d'argent que ça au final. C'est quelques ventes de biotechnologie ou de chimie qui vont générer le gros de l'argent. Et après, le reste, c'est des petites licences ici et là. La dernière question, c'était, pardon. Apparemment, il y a beaucoup de revenus, il y a quelque chose qui marche bien, il y a un lien très fort entre université et compagnie. C'est quoi les conséquences sur l'indépendance? Ah oui, l'indépendance universitaire. Oui, c'est un peu difficile de garder son indépendance, on s'entend, si on commence à travailler trop avec les compagnies. Donc, comme je dis, il faudrait être un peu loin de son environnement, mais rester diversifié et connecté pour que l'université puisse continuer à amener cette expertise externe aux compagnies. Donc, il faut qu'il y ait cette indépendance de recherche, tout en ayant ce maillage des connaissances pour pouvoir justement bien commercialiser et innover et continuer donc cette croissance économique et ces retombées sociales. Merci. J'ai une question à nouveau en salle qui nous vient de Mathieu. Oui. Quand on sait que le Québec a vraiment comme des politiques assez fortes d'innovation, investit juste en termes de volume d'argent, l'État du Québec, un peu classe à part par rapport aux autres provinces. Il y a beaucoup d'institutions secondaires pour faire ce maillage-là. On parle d'un écosystème, etc. Il y a aussi la considération qu'au Québec, il y a moins de grandes entreprises ou de très grandes entreprises. C'est plus le modèle PME. Il y a quand même des oppositions en termes de contexte économique puis des politiques publiques. Est-ce que vous avez observé quand même Est-ce que ce que tu nous présentes, je comprends, on s'est ici à travers le Canada, si je comprends bien. Est-ce que vous avez observé dans ton équipe des effets régionaux ou provinciaux? C'est sûr qu'il y a une différence entre différentes régions. Si on regarde des régions qui ne sont pas diversifiées, justement, on va avoir plus de difficultés à commercialiser la recherche universitaire, surtout si... En fait, il faut regarder le profil de l'université et le profil de la région en même temps. Comme dit, si c'est une petite université qui est très spécialisée dans certains domaines, elle a intérêt à aller travailler avec la région et les compagnies qui sont dans la région. Donc, il faut à ce moment-là avoir une superposition des portfolios de brevets
puisque autrement, on se retrouve avec une petite université isolée, un peu nulle part, qui ne va pas pouvoir commercialiser cette recherche. Mais dans le cas où on se retrouve dans une province comme le Québec, où on a une grande diversité quand même technologique, on peut se permettre d'avoir une université qui est très, très spécialisée et qui va donc à ce moment-là profiter de ces maillages, de ces intermédiaires de recherche qui vont aller justement connaître la spécialité de l'université et après aller chercher dans les différents domaines comment appliquer cette expertise à des compagnies qui ne sont justement pas dans le même domaine et donc aider à innover en amenant des connaissances externes. Donc, c'est un peu au cas par cas de voir quelle université et qu'est-ce qu'on a sur le domaine. Si on regarde les politiques européennes en ce moment de smart specialization, on se retrouve avec tout le monde qui dit « Ah, bah, il faudrait avoir les forces et les faiblesses de la région, puis jouer là-dedans ». Mais on voit que pour les universités, ce n'est pas forcément une bonne idée de juste jouer dans la force de la région, parce qu'on va se retrouver dans un lock-in où on va tous penser de la même chose et puis on ne va plus innover. Je me permets un suivi. Mettons, je vais poser la question autrement. Les courbes là, de résultats qu'on a vues, si on prenait juste les universités du Québec, on mettait le reste du Canada, est-ce que tu penses qu'il y aurait une différence dans les résultats de la c'est une question parce qu'il y a quand même des différences dans le terrain économique et les politiques publiques. C'est un peu ça ma curiosité. J'imagine que ce n'est pas la question que vous avez posée, mais moi, j'aurais une intuition qu'il y aurait une différence. Je serais curieux de savoir si c'est significatif. C'est clair qu'il y a une différence en termes d'écosystème. Après, je n'ai pas regardé le Québec spécifiquement en tant que tel. Ça revient à dire, au fond, finalement, est-ce que les gouvernements peuvent changer les choses? Parce qu'au Québec, vraiment, il y a beaucoup d'argent. Plus d'ailleurs. Ça peut être une différence. Oui, la différence qui peut être faite, ça va être justement d'aider cette diversification, comme dit, parce que la chose qui se passe, c'est que si on a une industrie, si on a un cluster comme au Québec, par exemple pour l'IA, etc., il va falloir qu'on ait des expertises universitaires ou autres qui vont aller faire le pont entre l'IA et d'autres domaines de l'économie. Donc, oui, c'est bien d'avoir une expertise en IA, mais après, comment est-ce qu'on applique ça sur l'agriculture, par exemple? Et là, c'est l'université qui va pouvoir venir aider la compagnie en disant « Ah bah, voici les facteurs qui vont influencer telle ou telle chose dans l'agriculture et voici les technologies dont on a besoin et ainsi de suite. » Donc, cette coopération va vraiment aider les économies s'il y a cette expertise. Donc, l'idée, c'est d'avoir une expertise et une diversification en même temps pour pouvoir redéployer cette expertise dans différents domaines. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup pour les questions qui nous sont parvenues.